C'est la, c'est la 36e édition du Printemps du Livre. Ah bah, je pense qu'on va passer un bon moment. C'est la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu. Merci d'être avec nous ici en Vendée. Une édition sous la présidence de Didier Decoing de l'Académie Goncourt. Et la chance de nous retrouver ici pour parler des livres qui font l'actualité sur les escales littéraires proposées conjointement par Web TV Culture et le Crédit Mutuel Océan. Et je suis bien entouré. Alors j'ai déjà deux Vendéennes de mon côté. Dorothée Saint-Paul, merci d'être avec nous. Vous êtes du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie par là, me semble-t-il. Allez-y, ça marche. Hein. Ouais. Oui. Hein, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Sion-sur-l'Océan même, le tout petit village. C'est votre deuxième titre, me semble-t-il. Oui. Pourvu qu'il soit doux, c'est aux éditions Mazarine et il est tout chaud. Il est tout chaud. Il vient juste de sortir. Ouais. Donc on va en reparler dans un instant. Merci à vous également Delphine Giraud. On a déjà eu l'occasion de se croiser sur ce salon, mais vous sillonnez la France maintenant puisque vous avez déjà plusieurs titres à votre compteur. Vous êtes plus du côté de Chantonnay, non Non, Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte. Ah bah on se rapproche quand même un petit peu. Ce que nous serons, j'essaye d'apprendre toute la géographie de la Vendée au fil des années, mais j'ai encore du mal. Ce que nous serons, c'est aux éditions Fleuve. Et puis Cynthia Kafka, merci d'être venue dans ce repère de Vendéenne, alors que vous n'êtes pas Vendéenne, mais peut-être de cœur, parce que je crois que vous êtes bien accueillie ici à Montaigu. Moi, j'adore la brioche, c'est ça qu'il fallait que je réponde. Ouais, je suis de Dordogne et c'est ma 5e édition à Montaigu. Et s'il y a un salon à pas louper dans l'année, ce sera celui-là. Alors justement, soyez une bonne ambassadrice. Pourquoi aime-t-on? Parce que c'est aussi quelque chose que j'entends régulièrement de la part des auteurs. Ah, bah, j'adore aller à Montaigu. Que ressentez-vous lorsque vous venez ici? Montaigu, il y a une vraie chaleur humaine. Il y a des lecteurs qui reviennent chaque année, qui sont d'une fidélité à toute épreuve. Et il y a aussi dans les lecteurs beaucoup de gens qui viennent tenter la découverte. Et ça, c'est toujours appréciable quand on est auteur. C'est voilà, la première fois que je suis venue ici, je connaissais personne, personne me connaissait. Et pourtant, les gens sont venus, ont osé venir me voir et ils reviennent chaque année. Donc une histoire d'amitié. Une histoire d'amitié et puis je trouve qu'on est hyper bien reçus et pour nous les auteurs c'est important des salons où on a des lecteurs et des lecteurs chaleureux, mais c'est aussi important d'avoir les copains et on est un peu en mode colonie de vacances quand même de temps en temps. Bon, bah en tout cas merci pour ce message qui réjouirait aussi bien les lecteurs qui sont devant nous que les organisateurs du salon. Je vais commencer avec vous pour parler de votre actualité. Les hirondelles ne font pas le printemps, c'est chez Charleston et votre éditeur a mis ce bandeau, une déclaration d'amour à tous les enseignants. On va faire connaissance avec Lisbeth qui va entamer une nouvelle année avec à la fois de l'enthousiasme et puis aussi beaucoup d'appréhension. C'est ce que doivent ressentir tous les enseignants. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous parler de ce monde dont on dit souvent beaucoup de mal, le monde des enseignants? Alors, je suis issue de ce milieu-là puisque j'ai été enseignante pendant pratiquement 10 ans. Pour moi, c'était une vocation. Je voulais être enseignante, je voulais être maîtresse d'école. Depuis que j'avais 6 ans, je voulais être patineuse artistique, maîtresse d'école ou écrivain. Bon, le patinage artistique, je n'ai ni la grâce ni l'équilibre, donc c'était fichu d'avance. Et donc voilà, il restait maîtresse d'école, je faisais l'école à mes poupées, je faisais la dictée à mes cousins qui sont toujours traumatisés. Il y avait vraiment un truc, j'ai suivi ce fil tout au long de ma vie. Et puis, je suis devenue enseignante. Et là, en fait, il y a ce qu'on imagine de l'école quand on a été sur les bancs de l'école, quand on a accompagné ses enfants devant le portail. Et il y a les coulisses et la réalité. Et elle est faite de plein de petites choses qui sont jolies et de plein de désillusions aussi. Votre enseignement s'adressait à des enfants de quel âge? Alors moi, j'étais remplaçante, donc j'ai fait de la maternelle jusqu'au collège, puisque j'avais aussi des classes spéciales, et donc dont voyants et malvoyants. Quel souvenir justement, après on rentrera plus dans votre livre puisque c'est un roman, mais quel souvenir gardez-vous justement de ces bons et de ces moins bons moments que vous avez passés? Alors, moi, je suis partie à un moment donné où c'était compliqué. Peut-être que si j'avais été dans une école avec une chouette équipe et que je serais toujours enseignante et je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle, à vous de me le dire. Mais parce que je ne suis pas de Vendée, c'est ça, vous m'en voulez, hein? Non, je vous taquine. Mais voilà, quand je suis partie, c'était vraiment pour me préserver, pour préserver ma santé mentale en me disant peut-être que j'y reviendrai. Et finalement, l'écriture était là. Et c'était la deuxième envie de ma vie, c'était d'écrire des livres. Donc finalement, je m'en sors bien puisque j'ai fait tous les rêves de ma vie, quoi. Et quelque part, en écrivant, c'est aussi une façon de transmettre d'une autre forme. Exactement, c'est comme à l'école, c'est une façon de transmettre des valeurs, c'est une façon de faire réfléchir aussi. Et puis une façon, moi j'étais une enseignante qui aimait un peu amuser la galerie.
Et ça, je ne l'ai pas perdu non plus. Ah bon? Non. Il y a beaucoup de vous, alors j'imagine dans Lisbeth, on va parler de ce personnage qui va faire sa rentrée à l'école des Hirondelles, justement pleine d'enthousiasme, pleine d'idéaux, et puis qui va être confrontée à la réalité. C'est un petit peu vous dans ces années d'enseignement, ou c'est vraiment un autre personnage? Alors j'ai quitté l'éducation nationale il y a 10 ans et tous les ans, depuis 6 ans à peu près, je me dis je vais écrire sur l'école, et tous les ans je repousse parce que je me sentais pas tout à fait prête. Et puis l'année dernière, je me suis dit ok, je suis prête. Bon bah spoiler alerte, pas du tout. Les premières semaines, je me mettais au manuscrit, je chialais toutes les larmes de mon corps à chaque fois. Je me suis dit ok, peut-être que ça va être un bel exutoire. Mais j'ai voulu, Lisbeth n'est pas moi, je lui ai créé un monde à part, un caractère à part, mais j'ai voulu lui donner toutes les émotions positives et négatives que j'ai pu ressentir, et puis des anecdotes avec les élèves, parce que je voulais pointer du doigt certaines choses, et je voulais aussi montrer le bonheur de la transmission, voilà, comment un enseignant pouvait marquer un élève, et comment un élève, à contrario, pouvait marquer un enseignant. On va revenir vers vous dans un instant pour parler de votre écriture. C'est votre 5e titre? Oh non, je pense que c'est le 7e. 7e, Ouais. mais ça veut dire aussi que ce titre-là prend place dans une bibliographie. Vous nous expliquerez un petit peu s'il y a un lien dans votre travail d'autrice. Je reviens vers vous dans un instant. Dorothée Saint-Paul, vous, l'aventure est plus récente. Et voici donc Pourvu qu'il soit doux aux éditions Mazarine. Vous nous emmenez du côté de Noirmoutier. J'imagine que dans cette assemblée, beaucoup connaissent l'île de Noirmoutier. C'est un joli cadre, c'est un joli décor pour une histoire qui, en revanche, est parfois assez douloureuse, assez sombre, et c'est notamment cette jeune fille, Marie, qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'est pas bien dans sa vie, qui n'a qu'une envie, c'est de partir, de fuir. Alors fuir qui, fuir quoi, c'est ce que l'on va découvrir au fil des pages, mais en tout cas qui va trouver refuge en se transformant sur l'île de Noirmoutier, où là elle va faire connaissance avec un jeune garçon qui va l'accompagner dans sa transformation de vie, c'est Maurice. La jeune Marie, pourquoi finalement avoir eu envie de raconter l'histoire de cette jeune femme? J'avais très envie d'aborder alors une autre thématique qui est dans le roman, mais en passant par un angle adolescent, parce que je trouve que, alors moi je suis passionnée par les adolescents, je trouve qu'on n'y porte pas un regard assez important. On a tendance à dire ah, il fait sa crise. En fait, nos jeunes font pas leur crise, ils se construisent eux. Donc pour se construire eux, ils se détachent de nous, des codes qu'on leur a donnés, et d'où les désaccords. Ils essayent de voir le monde avec leurs propres yeux, de se faire leurs propres avis. Et parfois, c'est là où on va dire que ça peut clasher dans les familles, et parfois un peu trop fort. Donc pourquoi cette Marie? Eh bien, en fait, j'ai été cette maman d'adolescente, avec la peur qu'un jour elle soit amenée à fuguer. Voilà, elle avait quelques désaccords avec une personne de sa famille, enfin de notre famille, et en fait j'ai craqué l'allumette après de mon imagination. Ça ne s'est pas produit, mais vraiment ça m'a interrogée sur l'importance qu'on porte aux adolescents, c'est-à-dire nous on les voit de nos yeux de parents, de maman, de papa, voilà. Mais finalement, eux, comme ils sont en train de se construire, on n'est plus sur les mêmes lignes, les mêmes trajectoires de communication. Et c'est pour ça qu'à un moment, on ne se comprend plus, d'ailleurs. Donc ça, pour moi, c'était important. Vous faites le choix d'emmener vos lecteurs et de faire vivre cette intrigue sur l'île de Noirmoutier. Lorsque l'on pense à Noirmoutier, alors peut-être parce que je ne suis pas vendéen et que je l'idéalise, pour moi c'est une plage de sable blanc, c'est du soleil, c'est des longues balades à bicyclette, mais c'est peut-être pas que ça, Noirmoutier, j'imagine. Pourquoi était-ce important d'utiliser ce décor pour emmener Marie dans un autre ailleurs? Parce qu'on va y aborder des sujets assez difficiles, et qu'effectivement il fallait un cadre doux, parce que l'idée c'est pas de terrifier, c'est d'aborder les sujets. Aussi parce que moi c'est mon refuge. En fait, une fois que je passe le pont, je suis ailleurs. Et effectivement, alors il y a les plages et les forêts, et les odeurs, la lumière. Mais il y a aussi les grandes marées, les grands coups de vent. Voilà, donc c'est comme en nous, en fait. Hein.
mais il y avait aussi ce coup de cœur et l'envie de rendre hommage à cette terre que vous aimez. Volontairement, je vais juste vous lancer quelques perches et vous les prenez ou vous ne les prenez pas, mais je veux pas trop rentrer dans l'intrigue et je veux vous laisser dire jusqu'où vous voulez aller. Lorsqu'elle arrive sur l'île de Noirmoutier, Marie va peut-être être une autre Marie, va peut-être être complètement différente. Il y a aussi cette envie, on parle d'un ailleurs, mais il y a aussi cette envie d'être quelqu'un d'autre dans ce personnage. Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand on laisse pas l'espace à son adolescent d'être soi, là, notamment, dans son cas, elle choisit de disparaître. Donc, elle est mineure, elle a 15 ans, donc elle se donne 4 ans. Et elle disparaît. Et donc, pour disparaître, on change certaines choses pour ne plus exister. Parlons de Maurice aussi, parce que ça va être l'une des rencontres marquantes de Marie, pardon. Et c'est peut-être aussi le petit coup de pouce du destin pour ce personnage en quête d'elle-même. Oui, alors elle arrive à Noirmoutier dans une petite crique. Pour elle, c'est le bout du monde. Et Maurice, c'est son espace de vie, donc il connaît par cœur. Et Noirmoutier en hiver, c'est la vie de village. Tout le monde se connaît. Donc lui, il repère très très vite cette nouvelle personne. Et donc, il décide de la cacher dans une maison de famille, en fait. On va revenir vers vous dans un instant pour parler aussi de la sensibilité de votre écriture, parce que c'est ce qui procède aussi de la réussite de votre roman. Delphine Giraud, là encore, on va parler d'adolescence, on va parler de ces amitiés indéfectibles, de ces projets que l'on fait sur la vie en disant nous serons des inséparables, nous serons peut-être les mousquetaires en quelque sorte. Nous avons 4 personnages, il y a Juliane, il y a Graziella, je me permets de reprendre mon petit papier parce qu'à la fin du week-end, tous ces personnages se mélangent un peu. Il y a Antoine et il y a Amy. C'est à la vie, à la mort. Et puis finalement, puisqu'on va les suivre sur plusieurs années, il va y avoir le coup du destin, le coup du sort, qui va faire un petit peu bouger les lignes. Pourquoi avoir envie de raconter une histoire d'adolescence et justement ces amitiés adolescentes? Des souvenirs de jeunesse? Même si elle est toute proche en ce qui vous concerne. Je me suis bien rattrapé sur ce coup-là. Alors en fait c'est venu un petit peu de façon pas du tout prévue. En fait l'été 2024 on a un ami qui nous a emmenés pique-niquer dans le bois de sa famille et donc ça se passe au Langon pour ceux qui sont du coin et qui connaissent. Et donc c'est un bois familial où dedans il y a tout, il y a de quoi pique-niquer, il y a une cabane, il y a un ruisseau où on peut pêcher, il y a même des toilettes construites par le grand-père. Et en fait ça, dans ce bois familial il y a tout, il y a eu les anniversaires, il y a eu les fêtes de famille, il y a eu tous les moments clés de la vie de leur vie. Et je me suis dit, mais moi aussi, je sais que ce bois, il va reparaître dans un livre. Et c'est comme ça que sont nés les 4 mousquetaires, en fait. Je voulais, donc il y a, effectivement, vous avez dit les personnages, il y a Amy, son frère Antoine, parce que j'aime bien rester dans la sphère familiale, leur cousin Julien et Graziella, qui est la meilleure amie d'Amy et qui devient la petite amie de Julien. Donc en fait, toute cette petite communauté s'est forgée sa famille, puisqu'ils ne sont pas tous issus de la même famille. Et ils vivent ensemble, donc ils ont tout connu ensemble, aussi bien les mauvais moments que les meilleurs. Et ouais, je trouvais hyper important d'ancrer ça dans un endroit que j'avais connu et d'en faire une belle amitié qui perdurait. Alors évidemment, j'ai pioché dans ce que moi-même j'avais vécu adolescente, mais bon, après, j'aime pas trop m'impliquer non plus dans les romans, donc ça reste quand même des détails. Alors le roman est assez bouleversant parce que ces 4 ados, on va les suivre, on va se reconnaître en eux, on a nos propres souvenirs qui vont ressurgir. Il y a des pages qui sont très drôles parce qu'il faut un peu aussi un peu les 400 coups. Graziella, elle veut être sportive, enfin elle est sportive, mais elle veut effectivement être sportive de haut niveau, donc ce qui veut dire qu'elle a une ambition, elle a vraiment un rêve, une envie. Et puis il y a cette nuit de juin où il va y avoir un accident qui va non seulement bouleverser la vie de Graziella, mais qui par ricochet va aussi bouleverser la vie de cette bande d'amis. C'est ça. En fait, ils se retrouvent, ils se sont baptisés les 4 mousquetaires, donc comme vous disiez, à la vie, à la mort. Et ils se sont jurés, en fait, tous les ans, comme ils grandissent et qu'ils voient que finalement, toute l'enfance, elle est en train de s'envoler au fur et à mesure. Et ils se disent, tous ces bons moments, est-ce qu'on va réussir à les maintenir ?
Et du coup, voilà, ils se disent, tous les ans, on va se retrouver au moins une fois dans ce bois et dormir dans le bois, parce qu'ils dorment comme si c'était un camp. Et voilà, donc c'est vraiment l'objectif. Et la soirée de juin 2024, ils se retrouvent comme prévu dans le bois. Ils commencent à passer leur soirée, et la soirée, finalement, ne se passe pas comme prévu. Il y en a un qui s'en va, voilà, la soirée... tombe un peu à l'eau, et finalement donc pardon, moi aussi je me mélange dans les personnages. Julien et Graziella partent courir, il fait nuit, et ils partent pour préparer une course qu'ils sont en train de se préparer pour, et là il y a une voiture qui passe, qui renverse Graziella, et Graziella se retrouve amputée d'un pied. Donc oui, je suis désolée. Et donc, évidemment, tous ses rêves s'effondrent, puisque elle veut faire de la course à pied son métier. Elle est en train d'y arriver. Elle commence à arriver à avoir des contrats dans le milieu du trail. Donc, pourquoi pas en faire son métier? Sauf que du jour au lendemain, tout s'effondre. Et est-ce qu'elle est capable de surmonter ça? Julien, lui, était présent pendant le drame. Donc, il en garde évidemment un souvenir extrêmement marquant. Il est bouleversé, et donc il y a aussi tout ça, en fait, le drame vécu par Graziella, l'accident, elle a plus son pied, comment elle va faire pour se reconstruire, et il y a les autres autour, eux, Antoine qui a bouleversé la soirée, s'il n'était pas parti, il n'y aurait pas eu l'accident, donc il culpabilise. Julien qui était témoin, qui en reste marqué, et Amy qui, elle, est toujours joviale, qui est la meilleure amie, qui est toujours enthousiaste, et là, elle essaye de rester comme ça, sauf que Graziella dit, attends, à un moment donné, t'en fais trop. Donc chacun gère à sa façon, et donc on voit un peu comment l'amitié peut durer. Alors ou au justement, contraire, se c'est déliter. l'une des thématiques du livre, c'est comment l'amitié peut résister aux coups durs de la vie. Et puis c'est aussi pour vous l'occasion de parler du sport, et de parler aussi du handisport, et de la façon dont peut-être, je ne trahis pas trop de secrets en disant ça, mais comment Graziella pourra peut-être construire de nouveaux rêves avec toujours cette passion. Ça aussi, ça faisait partie de vos envies initiales, d'emmener le lecteur dans cette thématique. Oui, alors ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre qui parle du trail, parce que mon mari est trailleur, je le suis régulièrement sur les courses, notamment il a fait la Diagonale des Fous, et on l'a fait 2 fois, moi je l'ai suivi, c'était une expérience extrêmement riche, extrêmement marquante aussi. Et du coup, je voulais en parler, mais je voulais quand même une histoire autour. Je voulais pas faire un simple suivi de course. Donc, j'attendais que ce soit le bon moment. Et donc, pareil, cet été 2024, il y a eu le copain qui nous a emmenés au bois, et il y a eu les Jeux Olympiques, dont les Jeux Paralympiques de Paris. Et là est né mon personnage de Graziella. Je me suis dit, ok, je sais où je veux emmener l'histoire. En fait, je sais comment je peux amener le trail. Et voilà, ça me tenait à cœur, en fait, de parler de ce sujet-là, parce que finalement, c'est des sujets qu'on ne connaît pas. Être amputé, fort heureusement, peu de personnes le sont. Et donc, c'est important de se plonger dans ces personnages pour montrer aux autres tout ce que ça implique, au fond, dont on ne se rend pas compte. Et du coup, ça a été dur de se mettre à la place de Graziella. Je me suis dit, j'ai eu beau regarder des reportages, lire des livres. Je me suis dit, ouais, mais quand on est une femme et qu'on perd un pied, ouais, même d'ailleurs quand on est un homme, mais je veux dire, le regard au corps et tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Et donc pour ça, j'ai eu besoin d'interroger des personnes amputées. Donc j'ai interrogé 3 personnes, donc 2 hommes et une femme, qui sont tous les 3 sportifs. Donc ça a été extrêmement riche d'échanger avec eux. Je me suis dit après coup, mais j'ai pas le droit de me plaindre, en fait, parce que eux, ils se plaignent surtout pas. Et ok, ils ont encaissé le drame, ça a été dur, il a fallu se battre, évidemment, faire preuve de courage. Et en fait, eux, ils se disent, mais c'est même pas du courage, c'est que j'avais pas le choix. J'étais comme ça devant le mur, il a fallu le franchir, ce mur. Et donc voilà, c'était des thématiques, en fait, qui me tenaient à cœur, et tout ça mis bout à bout, j'ai réussi à faire mon histoire, quoi. Et en tout cas, tout ça transparaît dans vos pages. Ce qui est très chouette, c'est qu'en vous écoutant, je vois Cynthia qui est attentive, et puis... vous ne l'avez pas encore lu, Cynthia? Et ben voilà, mais ça vous donne envie? Et ben ça tombe bien. Je vous redonne le micro, Cynthia Kafka. C'est bien, parce que je vois au moins que vous êtes enthousiaste sur le travail de vos collègues, de vos consoeurs. On le disait, ce livre sur le monde de l'enseignement, avec le personnage de Lisbeth, dans lequel il y a un petit peu de vous par rapport à votre parcours. Ce livre prend place dans toute une série d'autres ouvrages que vous avez précédemment publiés. C'est quoi votre définition de l'écriture, de ce que vous avez envie de transmettre par l'écriture?
je me pose, enfin en fait, je me pose pas vraiment la question. Les idées, elles viennent. Certaines, je les note et elles restent pendant. Alors celui-là, pendant 10 ans, c'est resté une idée et voilà, je savais qu'un jour peut-être j'en parlerai. Et puis il y a des moments où les idées deviennent des urgences et c'est maintenant qu'il faut en parler. Et sur l'écriture, j'aime aborder des sujets profonds, j'aime faire réfléchir et j'aime enrober tout dans le plus possible d'humour, le plus possible de légèreté, le plus possible de sourire. Je trouve qu'on vit une époque qui n'est pas évidente et que la légèreté et pouvoir s'évader avec un livre et réfléchir à des sujets graves, mais tout en ayant justement de l'humour et en pouvant passer du rire aux larmes, voilà, c'est comme ça que moi j'aime lire en tout cas. Puisque je vous vois très attentive à ce que font vos collègues de travail, vous-même, quelles sont les autrices, les auteurs vers lesquels vous aimez aller, les auteurs, les autrices qui peut-être vous ont eux-mêmes donné envie d'écrire? Alors non, moi je suis une très très grande lectrice depuis toujours. Moi, vous me collez la boîte de céréales au petit-déj, je vais la lire, vous voyez. Donc, je suis vraiment... Moi, ma grand-mère me disait, mais c'est fou, en fait, toute petite, on ne savait pas à quoi tu ressemblais parce que tu avais toujours le visage caché derrière un bouquin. Tout le temps, à table dès le petit-déj, je marche dans la rue avec mon bouquin, j'ai appris à faire, à vivre avec un livre. Donc, je suis une grande lectrice et j'aime absolument tout. Je vais lire du feel good et puis le lendemain je vais lire un bon polar bien sanglant et puis je vais lire un roman graphique et j'ai des phases plus ou moins mais vraiment ouais, je suis assez lectrice hétéroclite. Ouais. Puisque vous faites les salons du livre, que vous aimez aller à la rencontre du public, quels sont les retours? Pardon, quels sont les retours que vous avez de vos lecteurs et de vos lectrices? Que viennent-ils vous dire par rapport aux histoires que vous leur racontez, par rapport à l'écriture que vous utilisez? On va avoir l'impression que je me la raconte si je dis ça. Non, mais ça m'intéresse de savoir quel est votre travail. Alors ça va dépendre des ouvrages que les lecteurs qui viennent me voir viennent de lire. Par exemple, j'ai un de mes premiers romans qui traite du conflit entre un père et sa fille et j'ai souvent des échanges hyper émouvants par rapport à ça puisqu'il y a des gens qui arrivent à pardonner à des choses de la vie de leur père ou de leur mère qui étaient compliquées et il y a beaucoup de gens qui arrivent à se pardonner à eux-mêmes et ça c'est vraiment ce qui me touche le plus et puis c'est vraiment c'est selon les sujets se dire ok je me suis reconnue dans tel personnage et finalement ça m'a aidée à voir les choses autrement. Et là, sur le dernier, une enseignante qui me dit « Je suis en burn-out, je suis censée reprendre la semaine prochaine, j'avais pas du tout envie d'y aller, je viens de finir votre bouquin et j'y vais avec le cœur un peu plus léger. » Et là, je me dis « Ok, si je l'ai écrit pour une personne, ce sera pour toi. » quoi. Vous avez une appréhension à ce que les enseignants lisent le livre, puisque vous nous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, vous vouliez essayer de transcrire les bons, les mauvais côtés, que l'enseignement, l'éducation nationale n'était pas forcément un milieu facile. Il y a eu un peu d'appréhension sur l'écriture de ce livre, différent des autres? Non, il n'y a pas eu d'appréhension parce que ça reste une histoire, parce qu'il y a plein d'intrigues secondaires. En fait, moi, le bandeau, il a été choisi après et c'est pas moi qui l'ai décidé. Moi, j'écrivais une histoire et je voulais surtout pas mettre en conflit. Je voulais pas confronter les parents d'élèves et les enseignants. C'était pas du tout mon but. Au contraire, mon but, s'il doit y avoir une morale à cette histoire, c'est de dire les gars, en fait, vous êtes les parents d'élèves ou grands-parents d'élèves et les enseignants, on vit tous dans un truc qui est exactement le même, c'est-à-dire rendre nos enfants heureux d'aller à l'école, les aider à grandir et leur faire apprendre des choses et les aider à réfléchir par eux-mêmes. Et des fois, je pense que c'est pas, il n'y a pas des mauvais parents, il n'y a pas des mauvais enseignants, il y a des gens, des humains qui vivent des choses et qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre et qu'il y a mauvaise communication et qu'il y a du ras-le-bol et qu'il faudrait juste essayer de communiquer un petit peu plus, quoi. Parce que, précisons-le, c'est bien l'histoire de Lisbeth que vous nous racontez. Absolument. C'est Lisbeth l'enseignante oui. qui vit son métier au quotidien, oui. mais c'est aussi la vie de Lisbeth oui. comparée à ce métier d'enseignante. C'est Lisbeth en tant qu'enseignante et c'est Lisbeth en tant que jeune femme qui est entrée dans l'enseignement il y a 3 ans et qui, au-delà de l'enseignement, elle a une vocation.
Et c'était vraiment ça, en fait. Elle aurait pu être infirmière, mais c'était plus facile pour moi. J'avais envie de parler de l'enseignement, donc voilà. Elle a une vocation, elle l'a depuis qu'elle est petite. Et elle a le regard sur elle de sa famille. C'est la première à faire des études. Elle a la fierté de sa mère. Et si elle échoue, elle va décevoir quelqu'un. Et il y a ça aussi. Il y a comment continuer quelque chose qui nous pèse sur le cœur en se disant ouais mais si j'arrête je vais décevoir les gens autour de moi et c'est difficile ça. Et puis il y a aussi le fait que sa mère vient vivre chez elle et que c'est hyper compliqué de... C'est un autre moment du livre Voilà. effectivement où on parle de cette relation difficile entre, Oui. la mère et la fille. Oui. Je me reviens vers vous Dorothée Saint-Paul, on le disait, alors vous êtes un petit peu la Benjamine, hein, vous avez deux marraines là avec vous cet après-midi. Il y avait eu précédemment le jeu de la vie. Hein, c'était ça. Alors, racontez-nous l'histoire de cette première écriture du jeu de la vie. Alors, le jeu de la vie, en fait, est né il y a à peu près 4 ans. Je ne savais pas du tout que j'allais écrire. Voilà, et un mois avant d'écrire, je ne savais pas que j'écrirais. Donc, voilà, les idées, enfin voilà, tout descendait. J'ai même pas sollicité une seule maison d'édition parce que je ne me sentais absolument pas légitime. Enfin, c'était voilà, j'ai annoncé à ma mère que j'avais écrit un livre, il était terminé et personne ne le savait, à part mon mari. Et en fait, de fil en aiguille, bon, je l'ai auto-édité et c'est toujours très surprenant d'y croire, mais je dois beaucoup à ce salon. Parce que le printemps du livre m'a contacté 15 jours, 3 semaines avant le printemps du livre, donc il y a 4 ans. Pour me dire on a repéré votre roman en auto-édition. Je ne sais toujours pas trop comment parce qu'en fait en auto-édition il était vraiment allé dans une dizaine de librairies locales, hein. Et on vous veut sur le salon. J'ai cru un canular, donc j'ai appelé le petit numéro que j'avais reçu dans le message. C'était pas du tout un canular. Je suis venue et à l'occasion de ce roman, de ce salon, le roman a été repéré par la maison Mazarine, qui est devenue ma maison d'édition avec laquelle j'ai signé assez rapidement. Et donc, ils ont réédité le roman il y a un petit peu plus d'1 an. Voilà, et c'est une chouette histoire. Mais c'est pour ça que j'avais envie que vous la racontiez. Aujourd'hui, c'est donc votre nouveau titre. Il y a un autre univers dans lequel vous évoluez. Alors, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est le domaine de l'immobilier. Est-ce que vous continuez à exercer ces deux fonctions ou est-ce que finalement aujourd'hui vous vous dites ma vie ça va être l'écriture? Alors, ni l'un ni... Je ne veux en pas fait, vous mettre mal à l'aise en posant une question personnelle, mais non. c'est toujours intéressant de savoir voilà, si moi on, je suis on peut vraiment vivre du de sa monde plume uniquement. de l'entrepreneuriat, mais je suis vraiment un produit économique pure souche, à gérer des entreprises, voilà. C'est vrai, j'ai fait 17 ou 18 ans d'immobilier. J'ai vendu ma boîte il y a maintenant 8 ans. D'accord. Donc pour vous C'est un peu répondre, je distancié. ne suis plus dans l'immobilier, même si j'en fais pour moi personnellement parce que j'aime aussi ce lien à la terre. Bon, le Vendéen est attaché à sa terre et a quand même une valeur de propriétaire importante. Et puis j'aime les métiers du bâtiment, voilà. Donc je fais toujours de l'immobilier, mais c'est pour moi personnellement. Et après, quant à dire que je vais en faire un métier, en fait, je n'ose même pas y songer. J'écris parce que j'ai envie d'écrire. Là, je suis éditée, c'est super, mais demain, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais alors ça vous apporte quoi aujourd'hui l'écriture? Ça vous révèle différemment? Vous êtes une autre Dorothée Saint-Paul, une autre femme? Oui. Ah oui, vraiment. En fait, je crois que quel que soit l'art qu'on exerce, à un moment, l'écriture, c'est une certitude, ça nous pose. Déjà, ça nous ralentit. On est quand même dans un monde de fous où tout va très, très vite. Juste le fait d'écrire, avant, on réfléchit. Le temps d'écrire, c'est beaucoup plus lent que de regarder, de scroller. Donc ça nous ancre et je trouve que ça nous permet de nous retrouver et même de nous découvrir sur certains sujets.
En tout cas, pour vous, c'est le début d'une belle aventure et on vous souhaite le meilleur. Delphine Giraud, un petit peu la même question. Maintenant, vous avez un peu de la bouteille dans le monde de l'édition puisque vous avez plusieurs titres à votre actif. Ça a changé quoi à votre vie, le fait d'écrire, d'être publié, d'avoir du succès, de rencontrer les lecteurs sur des salons, dans les librairies, dans les médiathèques. Ça a changé quoi à ce que la vie représentait pour vous? Ça a tout changé. Parce que, en fait, moi, mon rêve, c'était d'écrire un roman, mais c'était pas forcément un jour de devenir écrivaine. Enfin, pour moi, c'était pas quelque chose que je voyais possible. Pour moi, c'était pas un métier. Chose aujourd'hui que c'est déjà un métier, Dorothée. En fait, voilà, j'ai écrit. Pareil, je me suis lancée dans l'auto-édition. Aujourd'hui, j'en suis à mon 7e roman. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté le travail en entreprise. En prenant cette décision d'arrêter le travail à côté, en entreprise, je précise, pas que le travail, eh bien, je me suis dit, mais est-ce que je vais m'épanouir comme ça? Est-ce que ça va me convenir? Et puis, en fait, oui. C'est ma façon c'est ma façon de vivre, j'ai envie de dire, parce que l'écriture, on me dit souvent, est-ce que vous êtes sûr que demain vous aurez encore de l'imagination? Mais en fait, c'est en moi, c'est depuis tout le temps, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé ça et j'écris et j'adore. Enfin, en fait, c'est ça, c'est s'épanouir. Et je crois que travailler et faire quelque chose qu'on aime et travailler dedans, c'est une grande chance et parfois c'est culpabilisant au départ. Ça a été très culpabilisant de se dire en fait je fais ce que j'aime et donc je travaille pas, c'est très bizarre. Et en fait voilà, ça a tout changé. Ça permet aussi que quand je jonglais avec le travail en entreprise et le travail d'autrice, j'avais un petit peu moins de temps pour le perso. Là j'ai fait le choix du métier de l'écriture parce que je ne me voyais pas arrêter ça en fait. J'étais en bon chemin pour réussir, donc c'était surtout pas le moment d'abandonner. Et puis voilà, je regrette rien aujourd'hui, quoi. En tout cas, merci à toutes les trois d'être venues partager votre enthousiasme et votre amour de l'écriture. Et puis, je vous invite vivement à découvrir ces 3 belles plumes, ces 3 écritures au féminin. Delphine Giraud, Ce que nous serons, vous êtes publié aux éditions Fleuve. Dorothée Saint-Paul, aux éditions Mazarine, votre nouveau titre qui vient juste de sortir, Pourvu qu'il soit doux. Merci à vous aussi, Cynthia Kafka, avec ce nouveau titre publié chez Charleston. Les hirondelles ne font pas le printemps. Grand merci à toutes les 3. Bonne fin de salon. Et merci à vous de votre écoute.